Comment Israël va-t-il réagir à cette dernière provocation de l'Iran? Sera-ce contre une base aérienne stratégique iranienne? Sera-ce contre les installations nucléaires de l'Iran? Ou sera-ce contre autre chose? Quelque chose de discret, qui ne fait pas les gros titres, mais qui est en réalité l'un des sites les plus importants d'Iran. Et jusqu'où l'Iran ira-t-il pour répondre à une telle riposte? L'économie mondiale entière pourrait-elle être ruinée? Le 1er octobre 2024, l'Iran a lancé sa deuxième attaque directe contre Israël en 6 mois. Environ 180 missiles balistiques ont été lancés dans une opération appelée Vraie Promesse 2. L'attaque était beaucoup plus grave que sa prédécesseur en avril. Cette attaque était principalement symbolique, combinant missiles balistiques, missiles de croisière et drones plus lents. Les drones et missiles de croisière étaient faciles à intercepter pour la défense aérienne israélienne, aucun n'a réussi à passer. Quelques missiles balistiques ont réussi, mais les défenses israéliennes n'étaient pas surchargées. Cette fois, des centaines de missiles balistiques ont été lancés rapidement, mettant à rude épreuve les défenses d'Israël. L'Iran affirme que les missiles balistiques comprenaient son modèle Fatih II, qui a une vitesse de Mach 13. Au moins 20 missiles ont frappé la base aérienne de Nevatim dans le sud d'Israël, sans faire de blessés ni endommager d'équipements majeurs. La base aérienne de Tel Nof, supposée abriter des armes nucléaires non déclarées d'Israël, a été touchée sans dommages majeurs. Le siège du Mossad près de Tel Aviv était aussi visé, mais le missile l'a raté. Une école à Gadara et un restaurant à Tel Aviv ont été endommagés par des impacts à proximité. En tout, quelques dizaines de missiles ont frappé au total. Ces impacts ont entraîné la mort d'un civil palestinien et d'un Israélien, ainsi que des blessures à 2 autres Israéliens et 2 Jordaniens. Le fait que peu de personnes aient souffert de cette attaque démontre la robustesse des défenses aériennes israéliennes et alliées. Les États-Unis et la Jordanie ont aidé Israël à abattre des missiles. Néanmoins, aussi bon que soit ce réseau de défense multicouches, Israël ne peut pas compter dessus indéfiniment. L'Iran a environ 3000 missiles balistiques dans son arsenal, en plus des missiles de croisière et des drones qu'il a accumulés. En date du 15 octobre 2024, Israël n'a pas encore riposté contre l'Iran. Dans les semaines suivantes, il s'est efforcé d'éliminer les mandataires iraniens du Hamas à Gaza et du Hezbollah au sud Liban. Cependant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a juré que l'Iran paierait pour sa grosse erreur. Mais comment ? Israël garde ses cartes près de sa poitrine, mais sa riposte contre l'Iran en avril 2022 pourrait s'avérer être une répétition générale de ce qu'il va faire maintenant. La contre-attaque et l'attaque de l'Iran étaient principalement symboliques. La réponse de représailles israéliennes de l'époque visait en partie Ispahan dans le centre de l'Iran. Cette zone comprend la base aérienne de Shikari, qui a accueilli la flotte de F-14 Tomcats que l'Iran a reçue des États-Unis avant que le Shah ne soit renversé du pouvoir. Ispahan abrite une partie de l'infrastructure nucléaire iranienne, dont le site d'enrichissement de Natanz, déjà ciblé par des saboteurs israéliens. Mais aucune perturbation n'a été signalée à l'époque sur ce site ou d'autres. Si Israël choisit des représailles donnant-donnant, la base aérienne de Shikari est une cible probable. La base aérienne de Nevatim a été attaquée pour une raison précise. Elle abrite la flotte israélienne de F-35, 3 escadrons de la variante spécialiste israélienne appelée F-35. Un Nadir, le puissant, y sont stationnés, et d'autres combattants sont en route. L'Iran a affirmé avoir détruit 20 F-35 lors de frappes récentes à Nevatim, mais sans preuve à l'appui de cette vantardise. Il semblerait logique et proportionné que Israël riposte en visant le F-14 en réponse à ce qui s'est passé. Il y a eu des spéculations sur Israël visant les sites nucléaires iraniens. Les Israéliens sont expérimentés dans ce type de mission. Ils ont détruit le réacteur nucléaire d'Ozirak en Irak de Saddam Hussein lors de l'opération Opéra en 1981. Israël a reconnu le danger existentiel de permettre à un régime régional souhaitant sa destruction d'acquérir des armes nucléaires. La cible de l'Iran sur la base aérienne de Tel Naf pourrait provoquer ce type de représailles. Les alliés d'Israël, dont les États-Unis, ont cependant appelé à la prudence sur ce sujet. Bien que les installations nucléaires attirent le plus l'attention, il existe une autre cible dont l'attaque serait encore plus dévastatrice pour l'Iran. Si Israël veut exercer une rétorsion maximale contre l'Iran, cette cible pourrait s'avérer être idéale. C'est l'île de Kark dans le golfe Persique. Vous vous interrogez peut-être sur la façon dont l'Iran finance son arsenal de 3000 missiles balistiques onéreux, ses missiles de croisière, ses drones et ses mandataires dans la région. Après tout, l'Iran est l'un des pays les plus lourdement sanctionnés au monde. D'après un rapport de 2023 de Castellum.ai, une entreprise surveillant les problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale, l'Iran est le 2e pays le plus sanctionné au monde, avec 5011 sanctions au total. Cependant, les réserves pétrolières iraniennes, représentant 10% des réserves mondiales prouvées,
et sa position stratégique dans le golfe Persique garantissent des revenus constants grâce à l'exportation. Les exportations de pétrole de l'Iran ont atteint un record de 5 ans en 2024. Le commerce représente environ 50% du budget national iranien. La production de pétrole a augmenté d'environ entre 2022 et 2024, passant de 2 500 000 barils par jour à 3 200 000. C'est un niveau presque aussi élevé qu'avant que l'administration Trump n'impose ses sanctions maximales sur l'Iran en 2018. Actuellement, les exportations pétrolières iraniennes équivalent en moyenne à un tiers de celles de l'Arabie Saoudite. L'année fiscale de l'Iran commence en mars. Les exportations de pétrole entre le 23 et le 24 mars ont représenté 8 milliards de dollars. L'excédent commercial de l'Iran provient entièrement de ces exportations. Selon Mohammad Rezvanifar, chef des douanes, l'Iran aurait eu un déficit commercial de 16,8 milliards sans eux. Dans une nouvelle qui pourrait ne pas vous surprendre. La Chine était le plus grand client pour ce pétrole, Pékin achetant environ 1,05 million de barils par jour sur les 10 premiers mois de 2023. La production de Téhéran a atteint un pic de 3,17 millions de barils par jour en octobre. Pour contourner les sanctions, la Chine étiquette son pétrole iranien comme provenant de Malaisie ou d'un autre pays du Moyen-Orient. Les pétroliers chargeant le pétrole iranien dans le Golfe éteignent souvent leurs transpondeurs pour éviter d'être détectés. Malgré le fait que la Chine soit son plus grand client, l'Iran a établi des relations commerciales solides dans le pétrole avec des partenaires américains et des alliés. Une grande partie du pétrole iranien est exportée vers l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et la Turquie. La raison est simple, le pétrole iranien est bon marché et de qualité supérieure. Mais le commerce du pétrole de l'Iran a un talon d'Achille. Il a peu de latitude pour déplacer le produit. Le golfe Persique est une voie d'eau contrainte. L'Iran doit expédier la plupart de son pétrole par ses eaux, et il y a un endroit où 90% des exportations de pétrole de l'Iran passent. Il s'agit de l'île de Kark, qui est située à 16 miles de la côte iranienne et à 300 miles au nord du détroit d'Ormuz. L'autre route principale passe par le pipeline Gorich-Jask, qui part de Saint-Pétersbourg, Russie, longe la mer Caspienne, traverse Bandar Abbas, Iran, et finit à Mumbai, Inde. Mais ce pipeline n'est pas la voie idéale pour l'Iran pour acheminer son pétrole vers la Chine, pas plus que les diverses petites voies qu'il pourrait utiliser. Toutes ces alternatives combinées ne pourraient gérer que 30% du volume que Kark gère actuellement, ce qui signifie que si quelque chose devait arriver à cette installation, jusqu'à 70% de la production pétrolière actuelle de l'Iran serait à l'arrêt. L'Iran nécessite la construction de nouvelles infrastructures à l'intérieur de ses frontières, la majorité de son pétrole provenant de son territoire du sud-ouest, près de Kark. Si Kark disparaît, l'Iran devra agrandir ses installations pétrolières pour gérer le volume accru et réorienter son commerce interne vers l'Est, ce qui entraînera des pertes de temps et d'argent considérables. Pour aggraver les choses pour l'Iran, l'île de Kark est petite, avec une superficie d'environ 7,7 miles carrés. Une puissance limitée suffirait à dévaster cette région iranienne. Les défenses aériennes iraniennes s'efforceraient de prévenir une attaque sur l'île. Les défenses aériennes de l'île de Kark comprennent le système de missiles solaires S-300 de la Russie et d'autres couches. Ces systèmes seraient sûrement efficaces contre les drones israéliens, les missiles de croisière et quelques missiles balistiques. Malheureusement pour les Iraniens, Israël a déjà démontré que ses défenses ne seraient probablement pas performantes contre une autre méthode d'attaque. Plus tôt cette année, les Israéliens ont simulé une potentielle attaque sur Kark. Après une attaque de missiles balistiques sur Israël par les Houthis soutenus par l'Iran, l'armée de l'air israélienne a lancé l'opération Longue Arme le 21 juillet. Le ciblage par l'Iran des F-35 d'Israël en octobre était délibéré, car ces avions ont été essentiels à l'opération menée par son ennemi. Les F-35 ont survolé plus de 1700 km et ont frappé le port d'Al-Hadida au Yémen, par lequel les Houthis ont reçu de nombreuses armes iraniennes et qui a même servi de base aux pirates. Les raffineries et dépôts de carburant du port ont été ciblés lors de l'attaque. Les armes préférées concoctaient encore des bombes. Munitions d'attaque directe conjointe, larguées à moins de 19 miles. Ce fait a prouvé que les F-35 israéliens peuvent aisément contourner les systèmes de défense anti-aérienne iraniens. C'était la plus longue opération aérienne israélienne depuis les années 80. L'île de Kark est plus proche du territoire israélien que le port d'Al-Hadida qui a été attaqué en juillet. L'opération Longue Arme était donc un message à l'Iran. Elle a démontré qu'Israël peut frapper l'île de Kark à tout moment et avec un risque minimal. L'Iran semble avoir ignoré l'avertissement. Lors de l'opération Opéra en 1981, les Jordaniens hostiles ont tenté d'avertir les Irakiens de l'arrivée des chasseurs israéliens. Le roi Hussein, en vacances à Aqaba, a vu des chasseurs israéliens voler au-dessus de lui.
Comme lors de la guerre des 6 jours, les avertissements des Jordaniens ont été ignorés et l'opération israélienne s'est déroulée avec succès, sans faire de victimes. Les Israéliens ont prouvé leur plus grande capacité actuelle à accomplir cela avec leur flotte de F-35. Cela nous laisse avec une question évidente. Avec l'île de Kark, représentant une cible de grande valeur, facile à atteindre, pourquoi les Israéliens ou leurs alliés n'ont-ils pas attaqué l'île et mis fin à la capacité de l'Iran à financer ses mandataires? Il y a 3 raisons de gravité variable. La première est le risque de perturbation du marché mondial de l'énergie en cas de frappe sur l'installation. Les exportations pétrolières iraniennes constituent une part importante de l'offre mondiale de pétrole. Le pays est le 4e plus grand exportateur mondial et 7e dans la production pétrolière globale. La réduction de l'approvisionnement en pétrole entraînerait une hausse des prix, qui s'accélérerait si les Israéliens détruisaient l'île de Kark. Cela peut sembler anodin pour Israël et ses alliés occidentaux, mais ils en subiraient indirectement les conséquences. La hausse des prix de l'énergie en Chine aurait des répercussions sur d'autres industries, en raison de la position centrale du pays, dans de nombreuses chaînes d'approvisionnement mondiales majeures. La Chine demeure le premier exportateur mondial de marchandises. En 2022, elle a totalisé près d'1 billion en machines et équipements électriques et 552 milliards de dollars en ordinateurs et machines connexes, 150 milliards de dollars en véhicules, 130 et 1 milliard de dollars en meubles et autres produits domestiques, et 110 milliards de dollars en poutres de fer ou d'acier qui sont vitales pour la construction. C'était ces 6 principales exportations cette année-là. Si la Chine doit payer plus cher pour le pétrole en raison du vide dans le produit iranien, on peut s'attendre à ce que les prix de tous ces biens augmentent, y compris aux États-Unis et en Israël même. En 2022, Israël a importé plus de 14 milliards de dollars de produits chinois. Ironiquement, Israël risque de nuire à sa propre économie de cette manière. Israël dépend fortement de l'aide occidentale, surtout des États-Unis. Ses alliés occidentaux, qui commercent encore plus lourdement avec la Chine, ont aidé à défendre Israël contre les missiles iraniens, ainsi que ceux de ses mandataires, y compris le 1er octobre. Donc, si vous êtes à Téhéran, vous pourriez penser à tort être trop important pour échouer, et que l'île de Kark est en sécurité puisque personne ne peut compenser le volume. Les Saoudiens ont encore plus de pétrole que l'Iran. Pour empirer les choses, les Saoudiens sont engagés dans une guerre par procuration avec l'Iran depuis aussi longtemps qu'Israël, et ont déjà mené ce type de guerre énergétique contre l'Iran. L'administration Trump n'a pas imposé ses sanctions de pression maximale sur l'Iran par caprice. La production de pétrole iranienne est passée d'environ 3 500 000 barils par jour en 2018 à 2 100 000 en 2019. L'offre était en surabondance, ressemblant à une attaque sur l'île de Kark, mais l'approvisionnement énergétique mondial était stable grâce à l'intervention saoudienne, qui a comblé le manque avec plus de 2 millions de barils par jour. La production saoudienne a baissé, tandis que celle de l'Iran s'est rétablie. Malgré l'amélioration des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite depuis Trump, grâce à un accord chinois rétablissant leurs liens diplomatiques, leur guerre par procuration n'est qu'en pause. Le long conflit entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite signifie que le conflit pourrait s'enflammer à nouveau à tout moment. Si les tensions s'aggravaient dans la région, les Saoudiens se rangeraient ironiquement du côté d'Israël et de l'Occident plutôt que de leurs coreligionnaires iraniens. Une attaque sur l'île de Kark par Israël ne se fera pas sans conséquences économiques et diplomatiques. Cependant, avec le soutien de l'Arabie saoudite, c'est envisageable, si l'île de Kirk était le seul facteur à prendre en compte. Mais l'Iran a un autre atout dans sa manche. Les eaux restreintes du golfe Persique mettent en danger l'île de Kirk et la navigation internationale. Les mandataires houthis de l'Iran ont causé des dégâts au commerce maritime mondial en tirant sur des navires commerciaux dans la mer Rouge. Le golfe Persique est traversé par un commerce encore plus précieux. Le détroit d'Ormuz voit le transit de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, ainsi que 33 milliards de pieds cubes de gaz naturel chaque année. Ces envois ne contiennent pas seulement des produits iraniens, mais aussi ceux de l'Arabie saoudite et d'autres pays de la région. Si l'Iran le voulait, il pourrait faire ce que les Houthis ont fait dans la mer Rouge en stéroïdes dans le golfe Persique encore plus important. Une opération iranienne perturbant le trafic commercial dans cette zone entraînerait la perte de 18 millions de barils de pétrole par jour, total qu'aucun pays ne pourrait compenser. Il y a aussi une répétition générale pour cela. L'Iran a testé le concept via ses mandataires, les Houthis au Yémen, qui ont agi à la satisfaction de Téhéran. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont dirigé l'opération Prosperity Guardian dans la mer Rouge contre les Houthis, mais près d'un an plus tard, le consensus des experts est qu'elle s'est avérée inefficace, ou pas aussi efficace qu'annoncé.
Les frappes aériennes n'ont pas réussi à perturber significativement les opérations des Houthis à leur intensité actuelle. Il faudrait beaucoup plus de ressources pour déloger un blocus iranien similaire sur le détroit d'Ormuz, en pleine crise énergétique qui ferait paraître celle des années 70 bien docile. Les Iraniens le savent. Les autorités iraniennes ont menacé de fermer le détroit d'Ormuz au commerce, dans le cadre de leurs menaces diplomatiques. L'une des menaces est survenue le 9 avril 2024, quelques jours avant l'attaque contre Israël. Le commandant de la marine des gardiens de la révolution iranien a déclaré que la présence d'Israël dans les Émirats arabes unis voisins menaçait l'Iran, l'obligeant à envisager l'option. L'Iran pense que s'il tombe, il entraînera tout le monde dans sa chute. L'Iran ne les a jamais exécutés, mais s'est doté de la capacité de le faire. Ces armes comprennent plusieurs types de missiles balistiques et de croisières anti-navires que les Houthis ont déjà utilisés. L'Iran a aussi développé des bateaux rapides pour attaquer ou détourner des navires marchands. Tout n'a pas besoin d'être si spectaculaire non plus. L'Iran pourrait miner le détroit ou prétendre l'avoir fait. En mai, 2019 des pétroliers ont été endommagés dans le Golfe parce que les États-Unis ont allégué être des mines, sans toutefois en fournir de preuves. Le mois suivant, 2 autres pétroliers ont été endommagés. Il suffirait de peu pour refroidir le transport commercial. Comme beaucoup d'entreprises déviennent leurs navires de la mer Rouge vers le cap de Bonne-Espérance malgré le coût plus élevé, en réponse aux Houthis, elles cherchent à éviter de possibles attaques iraniennes. Un niveau de force bien supérieur à celui de l'opération Prosperity Guardian serait nécessaire pour perturber un siège iranien du détroit d'Ormuz. L'Iran a l'avantage de sa position territoriale. Mais il y a un problème avec cette idée. Toute opération dans le détroit d'Ormuz serait une guerre d'usure que l'Iran perdrait rapidement. Sans ses exportations de pétrole, l'économie de l'Iran s'effondrerait rapidement. Elle s'effondrerait bien plus vite que ses concurrents. Alors que la crise dans le détroit d'Ormuz plongerait l'économie mondiale en récession, l'Iran ne pourrait pas tenir cela longtemps, et les États-Unis et ses alliés mèneraient une opération beaucoup plus grande que Prosperity Guardian, qui finirait par dégager la zone. Les effets seraient sévères, mais passagers. En relations internationales, les considérations de sécurité primeront quasiment toujours sur l'économie. Si Israël juge l'Iran trop menaçant, l'île de Kark serait probablement parmi ses premières cibles en cas d'escalade sérieuse. Il considérerait la fermeture du détroit d'Ormuz comme surmontable. Mais l'Iran a un autre atout, son arsenal de 3000 missiles balistiques et de croisières. Si le régime se sentait menacé d'anéantissement, probablement en cas d'attaque sur l'île de Kark, il pourrait cibler toute la production pétrolière de la région. En mars 2022, l'Iran a de nouveau agi via ses mandataires Houthis, lorsque des drones ont touché certaines installations d'Aramco, une compagnie énergétique saoudienne. Si l'Iran devait lancer de telles attaques à une échelle plus large, cela ne paralyserait pas seulement la production d'énergie mondiale, mais diminuerait également la demande pour le dollar des États-Unis, qui domine les transactions pétrolières mondiales, et cela aurait un effet délétère sur l'économie des États-Unis, et, par extension, sur l'économie mondiale, pour ne rien dire de moins. L'île de Kark pourrait être le point faible de l'Iran. Il est indéniable que sa perte entraînerait probablement la chute du régime à Téhéran. Cependant, le régime a anticipé cette faiblesse et investi dans des technologies et des relations qui exploitent le talon d'Achille de l'économie mondiale, la dépendance à l'égard du pétrole, produit dans cette région toujours volatile et compliquée. Bien que les États-Unis soient moins dépendants grâce au fracking et au schiste, leurs alliés, partenaires commerciaux et la valeur de leur monnaie le restent. Washington a retenu Israël d'agir seul face aux dangers grandissants au Moyen-Orient. Mais on se demande combien de temps les Israéliens résisteront à une cible aussi tentante. Comment pensez-vous que les Israéliens vont riposter contre l'Iran pour l'attaque du 1er octobre? L'île de Kark sera-t-elle un jour attaquée par un escadron de F-35? Et l'Iran irait-il aussi loin qu'on le craint? N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. De plus, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'analyses militaires de la part d'experts militaires. Allez maintenant vérifier si Israël et l'Iran entrent en guerre. Qui gagne? Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.